Quand Bruce Lee est arrivé, il était la personne la plus cool du monde. Dans les années 1970, lorsque les films de Bruce Lee sont sortis et que j'étais petit, j'ai été époustouflé. Les années 1970 ont été un âge d'or pour les films chinois de kung-fu. Et au cœur de ce mouvement se trouvait un jeune artiste martial nommé Bruce Lee. Il était charismatique, féroce et capable de cascades surhumaines si incroyables que personne ne les croirait si elles n'étaient pas enregistrées. Rejoignez-nous pour vous plonger dans l'histoire d'un homme qui a brouillé la frontière entre l'imaginaire et la réalité en commençant par l'une de ses cascades les plus fascinantes, le coup de poing d'un pouce. Les films de kung-fu pourraient bien être la fusion asiatique originale et Bruce Lee est l'homme qui a comblé le fossé avec la culture américaine avec une popularité que peu de gens auraient pu prédire. L'arène était pleine à craquer, tout le monde regardait attendant la première attaque. Debout sur le tapis à quelques mètres des barrières se trouvait le légendaire Bruce Lee, son partenaire d'entraînement. Et plusieurs étudiants en arts martiaux dont les yeux étaient remplis du même désir que la foule. Lee, à quelques centimètres de son partenaire d'entraînement, étudiait la scène comme un véritable maître. Il savait quoi faire pour rendre la foule folle. La chaise sur la scène était la preuve qu'il avait déjà fait cela auparavant et qu'il ne voulait absolument pas blesser le sparring partenaire. Puis juste au bon moment, il a tendu le poing et l'autre gars est tombé directement sur la chaise qui avait été parfaitement placée pour amortir sa chute. C'était le coup de poing d'un pouce et oui, c'est exactement à cela que son nom ressemble. Imaginez-vous vous tenir à seulement un pouce de votre adversaire et lancer une frappe si puissante qu'elle pourrait le faire tomber du sol. Il ne s'agissait pas de puissance, ni de masse musculaire, ni de différence physique entre Lee et son adversaire. C'était une compétence que seul un véritable artiste martial pouvait maîtriser, tout comme Lee et tous les fans qui ont parcouru le même chemin de connaissance et de discipline que lui. Le geste est tellement incroyable que s'il n'était pas enregistré, personne ne le croirait. Mais la grande question est comment a-t-il fait ? Eh bien, voici le secret. Contrairement à d'autres mouvements de combat puissants qui nécessitent de la puissance brute, le coup de poing d'un pouce concerne en réalité davantage ce qui se passe dans le cerveau que la force physique. Pour Bruce Lee, l'idée était de parcourir une petite distance en quelques millisecondes, de sorte que ce ne soit pas seulement les bras qui bougent, mais tout son corps. Jessica Rose, chercheuse en biomécanique à l'université de Stanford, a étudié ce mouvement de manière approfondie et selon son analyse, le mouvement ultra rapide de Lee commence en fait par ses jambes. Dans cette séquence incroyable, vous pouvez voir ses jambes avant et arrière se redresser avec une extension rapide et explosive du genou. L'élan va ensuite directement dans ses hanches, puis dans son épaule et finalement pousse son bras vers l'avant. Tout se passe si vite que Lee ressemble littéralement à un surhumain. Outre le fait que Bruce Lee est probablement l'artiste martial le plus impressionnant de tous les temps, cette frappe particulière est vraiment difficile à reproduire. En surface, cela ressemble à une simple frappe qui ne devrait pas vraiment avoir le genre d'effet qu'elle produit. Mais une fois que le coup de poing d'un pouce entre en contact avec le corps de la cible, il combine la puissance de certains des plus gros muscles de son corps dans une petite zone du corps de l'adversaire. L'idée n'est pas de frapper une grande surface, mais de délivrer un coup de poing puissant à une infime distance dans une infime partie du corps. Mais si vous pensiez que le coup de poing d'un pouce était impressionnant, vous devriez voir le clip de Bruce Lee faisant ses fameuses pompes à deux doigts. Les pompes à deux doigts, 1500, c'est le nombre de pompes que Bruce Lee pourrait faire d'un coup sans se casser. Mais quoi de plus impressionnant que de faire une quantité folle de pompes, probablement en plaçant tout son poids sur seulement deux doigts sans arrêt 200 fois de suite. Alors que la plupart des gens auraient du mal à effectuer 10 pompes avant de s'effondrer, le légendaire Bruce Lee a prouvé qu'il possédait des capacités surhumaines avec ses pompes à deux doigts. Sans surprise, son record reste ininterrompu jusqu'à aujourd'hui. Et oui, c'est un véritable record certifié par le livre Guinness des records, non pas que plusieurs personnes n'aient pas tenté de le casser. Ali Valizadeh Kajeshahi, un artiste martial iranien, détient actuellement le record du plus grand nombre de pompes à deux doigts effectuées en 1 minute. Mais même s'il a réussi à en faire 74 en 60 secondes, il n'a toujours pas pu battre le record de Bruce Lee. Plus tôt dans les années 1990 à 1950, le Britannique Paul Lynch a battu le record du monde Guinness du plus grand nombre de pompes consécutives à un doigt, en réalisant 124 avant d'abandonner. Ce n'était évidemment pas la même catégorie, mais même en gardant cela à l'esprit, cela ne bat toujours pas le record de Bruce Lee.
On peut dire sans risque de se tromper que Lee était un athlète unique, doté de capacités surhumaines qui ne pourraient jamais être reproduites chez aucun autre être humain. Et ce ne sont pas seulement ses fans qui le glacent. Même Joe Wilder, connu comme le père du bodybuilding, a décrit le physique de Bruce Lee comme l'un des plus définis qu'il ait jamais vu. Mais ce n'est pas le seul record de pompe qu'il a détenu au cours de sa vie. Comme le raconte l'histoire, Bruce Lee pouvait également faire 400 pompes avec une seule main. Mais était-ce juste pour se montrer ou les pompes l'ont-elles aidé à améliorer ses capacités de combat ? Eh bien, la vérité est que la routine de pompe à 2 doigts de Bruce Lee faisait en fait partie de sa philosophie personnelle en matière d'arts martiaux connue sous le nom de Jeet Kune Do. En tant que maître des arts martiaux, il combinait une grande variété d'autres techniques de combat, notamment le tai chi, le wing chun, les combats de rue et même la boxe. La première fois qu'il a démontré cette incroyable cascade, c'était aux championnats internationaux de karaté de Long Beach en 1964, époustouflant la foule et consolidant son héritage comme l'un des meilleurs à avoir jamais réussi. Mais si ces pompes à 2 doigts ne vous impressionnent pas, qu'en est-il des enregistrements réels de ces combats réels, son seul véritable combat jamais enregistré? De son combat brutal contre Chuck Norris au Roman Coliseum à ses 10 vies dans Fist of Fury, Bruce Lee possède vraiment certaines des scènes de combat les plus emblématiques de la télévision, mais il y a une question qui reste sans réponse. S'est-il réellement battu dans la vraie vie? La réponse courte est oui. Cependant, la mauvaise nouvelle est que la plupart de ces combats n'ont pas été enregistrés par caméra car il préférait se battre en secret. Quant à la bonne nouvelle, nous avons en fait des images réelles d'un combat de Bruce Lee filmé lors des championnats internationaux de karaté de Long Beach en 1967 en Californie. Ici, vous pouvez voir Lee affronter quelques-uns de ses meilleurs étudiants. Ainsi même, s'il s'agissait d'une véritable séance d'entraînement, Lee n'essayait certainement pas de mettre fin à son adversaire comme dans les films. Cela pourrait expliquer pourquoi ses mouvements ne sont pas rapides comme l'éclair, comme on le voit naturellement dans ces films, et pourquoi ses frappes n'atterrissent pas aussi lourdement que prévu. De plus, grâce à la loi californienne, le combat devait se faire en tenue d'entraînement. Et au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, Bruce Lee est celui marqué de cordon blanc. Tout au long du combat, vous pouvez le voir garder une distance sans effort avec son adversaire, tout en esquivant chaque tir qui lui est envoyé. Debout comme un tueur entraîné devant son adversaire, Lee étudie tranquillement chacun de ses mouvements et d'après le clip, il semble qu'il sait ce que son adversaire ferait avant lui. Quant à ses attaques, Lee avait ses mouvements rapides et concis qui semblaient atteindre leur cible à chaque fois. Imaginez un combattant lançant et atterrissant chaque coup de poing et chaque coup de pied pendant un combat. Cela semble presque impossible, mais c'est Bruce Lee, donc c'est logique. Alors que l'étudiant se déchaînait désespérément lorsqu'il pensait voir une ouverture, il s'est avéré que Lee ne faisait que l'appâter et lancerait immédiatement une contre-attaque qui a laissé l'adversaire presque gravement blessé. À en juger par le style de combat de Lee, dans ces images, on peut conclure, sans se tromper, qu'il est peut-être en fait plus calme et calculé qu'il n'y paraît dans ses films. Son style était également nettement différent de celui de tous les autres artistes martiaux de son époque, car au lieu de se concentrer sur un seul style d'art martial, il a appris à mélanger plusieurs styles pour créer une combinaison mortelle que personne n'a jamais pu reproduire. Mais ce n'était pas seulement pour ses films, car il a également utilisé ses compétences dans des combats réels. Bruce Lee contre Wong Jackman. Lorsque le magazine officiel de karaté a publié son édition de juillet 1980, une histoire se démarquait de tous les autres articles de la publication. Raconté par le célèbre artiste martial Wong Jackman, il suit le récit réel d'un combat entre Wong et la légende des arts martiaux Bruce Lee. Et si cela n'avait pas été documenté, la plupart des gens auraient douté de son authenticité. Comme la plupart des combats de Lee, le duel entre lui et Wong Jackman s'est déroulé dans le secret absolu, à une époque où les meilleurs combattants préféraient afficher leurs compétences dans des arènes immenses devant des milliers de spectateurs. Bruce Lee a choisi de garder ses grands combats derrière des portes verrouillées. Mais ces histoires ne pouvaient pas rester éternellement cachées. Celui-ci nous ramène à l'hiver 1964. Le décor était une petite école de kung-fu à Oakland, en Californie. Au centre de la pièce se trouvait un artiste martial de 24 ans pesant environ 140 livres et mesurant 5 pieds 7 pouces. Il n'était pas encore vraiment célèbre, mais d'ici quelques années, cet homme deviendrait la plus grande star martiale de toute l'histoire. Son nom était Bruce Lee.
Juste à côté de lui sur scène se trouvait un autre combattant pesant 135 livres. Mesurant 5 pieds 10 pouces, ce combattant était légèrement plus grand et tout comme Lee était également d'origine chinoise, il s'appelait Wong Jack Man. Dans ce combat, il n'y avait pas de règles, pas d'arbitre, pas d'équipement de sécurité et aucun dossier pour nous dire comment tout s'était réellement passé. La seule source dont nous disposons véritablement est l'épouse de Bruce Lee, Linda, qui a rappelé que 13 personnes étaient présentes ce jour-là, dont elle-même. Dans son livre Bruce Lee, The Man Only I Knew, Linda a documenté le combat comme suit. Pour apporter la beauté de ces arts martiaux, le kung-fu chinois. Tout d'abord, Bruce Lee et Wong Jack Man sont sortis, se sont officiellement inclinés, puis ont commencé à se battre. Wong, adoptant son style Wing Chun, a lancé une série de coups de poing droit, mais Lee était plus rapide et ses coups étaient plus durs. Si fort que les hommes de Wong ont tenté d'arrêter la marche quelques minutes seulement après son début, mais James Lee les a avertis de laisser le duel se poursuivre. Apparemment, l'attaque est devenue si intense à certains moments que Wong s'est retourné et a couru. Mais Bruce le rattrapa bientôt et d'un mouvement rapide le ramena au sol. Wong s'est rendu et le combat a pris fin peu de temps après avoir commencé. La victoire a été rapide, illustrant à quel point Bruce était incroyablement puissant. Mais selon Linda, cela a également poussé Lee à s'entraîner plus dur afin de perfectionner son style de combat unique. Bien sûr, cette histoire a été contestée à maintes reprises, en particulier par Wong lui-même qui a affirmé qu'il n'avait pas été réduit en bouillie, qu'il n'avait pas imploré sa vie et qu'il n'avait certainement pas été plaqué au sol. Malheureusement, la seule personne qui peut véritablement confirmer ou contester cette histoire est décédée quelques années après ce combat. Cependant, comment parler des incroyables compétences de Bruce Lee sans évoquer son arme préférée de tous les temps, maître du nunchaku? Avec 5 de ses films les plus populaires mettant en vedette le nunchaku, il n'est pas surprenant qu'il soit devenu synonyme de Lee lui-même. Cependant, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que Lee les détestait absolument au début. Bien que les nunchucks soient un élément essentiel des arts martiaux depuis environ 400 ans, ils n'étaient pas exactement l'arme de choix dans les années 60 et 70. Non pas qu'il n'ait pas aidé pendant le combat, mais lorsque vous essayez de réaliser un film d'arts martiaux, un nunchaku est la dernière arme que vous voudriez présenter. Dans la plupart des cas, les artistes martiaux comme Tilung Jimmy Wang Yu et Chang Pei Pei préfèrent l'épée chinoise, mais tout a changé en 1971 lorsque Bruce Lee a attiré l'attention du grand public sur le nunchaku, et tout cela grâce à un seul homme, Dan Inosanto. La plupart des gens ne savent pas qui est ce type, mais pendant les jours de gloire de Bruce Lee, Inosanto était un artiste martial de premier plan qui s'entraînait régulièrement avec lui. C'est lors d'une de leurs séances de formation qu'il a présenté à Lee l'idée d'utiliser des nunchucks dans ses films. Mais l'acteur a rejeté l'idée, qualifiant l'arme de déchet sans valeur. Cependant, Inosanto a insisté et a finalement convaincu Bruce Lee de l'essayer. À peine 3 mois plus tard, Lee était tombé amoureux des nunchucks et les balançait comme s'il l'avait fait toute sa vie selon Inosanto. La première fois qu'il a utilisé les nunchucks dans un film, c'était en 1971 lorsqu'il a sorti Fist of Fury. La séquence d'action du film à elle seule a donné aux nunchaku des relations publiques massives et juste comme ça ils étaient à nouveau cool. Il y avait même une scène dans Game of Death où Lee se battait au nunchaku avec Inosanto lui-même. Et bien que le film n'ait jamais été terminé avant la mort de Lee, les images diffusées du film présentaient les compétences en nunchaku de Bruce Lee. Mais aussi fou que puissent paraître ces clips, ce n'est rien comparé aux images réelles de Lee jouant contre un joueur de ping-pong professionnel utilisant un nunchaku. Au lieu d'utiliser une raquette comme une personne ordinaire, Lee a fait appel à ses capacités surhumaines et à ses réflexes incroyables en contrecarrant chaque attaque et en battant finalement un joueur professionnel dans son propre sport, tout en utilisant un équipement qui n'était pas conçu pour ce genre de sport, bien sûr. Bruce Lee a donné l'impression que cela était facile, mais en réalité les nunchakus sont incroyablement difficiles à y utiliser. Beaucoup ont essayé et échoué et beaucoup d'autres sont repartis avec des blessures en essayant de manier cette arme simple mais mortelle. En parlant d'armes mortelles, saviez-vous que Bruce a un jour brisé le crâne d'un adversaire à main nue? Bruce Lee contre Yoichi Nakachi. Il y a une histoire écrite par Bruce Lee lui-même dans son journal datant de 1960. Cela nous ramène à l'école technique de Seattle Edison lorsque Bruce a été défié par un artiste martial japonais connu sous le nom de Yoichi Nakachi. Et comme il n'est pas du genre à reculer devant un combat, Bruce Lee a accepté. Ce à quoi personne ne s'attendait
attendait, c'est que ce combat deviendrait bientôt le combat IRL le plus sanglant de sa carrière. 1er novembre 1960. Bruce Lee et ses élèves viennent de terminer leur performance de kung-fu et de judo à l'école technique de Seattle Edison, où Lee a présenté le kung-fu chinois, le décrivant comme supérieur au karaté japonais et au jiu-jitsu chinois. Cependant, la ceinture noire japonaise Yoichi Nakachi était dans le public à ce moment-là et s'est immédiatement opposé à la déclaration de Lee sur le karaté originaire de Chine. Il a également contré l'affirmation de Bruce Lee en affirmant que le kung-fu chinois était trop doux pour être mortel. Et pour prouver son point de vue, il a décidé de défier Bruce Lee dans un combat. Comme Bruce Lee lui-même était étudiant à l'école, il ne voulait pas causer de problème, c'est pourquoi il a d'abord décliné le défi. Cependant, ses disciples voulaient vraiment le voir faire ses preuves au combat, alors ils ont continué à le pousser. Nakachi lui-même n'a pas relâché ses efforts pour se battre avec Bruce Lee. La goutte d'eau qui a finalement fait déborder le vase a été lorsque Nakachi a envoyé l'un de ses propres disciples dire à Bruce Lee « Si vous voulez entrer à l'hôpital, acceptez le défi ». À ce stade, Lee était tellement excité qu'il a décidé d'accepter le défi. La tâche d'organiser le combat a été déléguée à Jesse Glover, qui a choisi le terrain de handball du YMCA au centre-ville de Seattle comme lieu du fameux duel. C'est là que les choses ont mal tourné. Le jour venu, très peu de spectateurs étaient autorisés à être présents. Ce dont ils ont été témoins ce jour-là restera dans l'histoire comme l'un des combats d'arts martiaux les plus impressionnants jamais enregistrés. Un coup de pied dans le nez, du sang éclaboussant partout et un adversaire agenouillé au sol. Bruce Lee debout et Nakachi allongé au sol. Il avait l'air mort et pendant une seconde même, Lee eut peur d'avoir commis un meurtre. Le visage de Nakachi était craquelé comme s'il avait été frappé par une batte de baseball et le côté gauche de sa tête était si enflé que ses yeux étaient à peine visibles. Cependant, l'ironie de tout cela était que le combat n'avait duré que 11 secondes. Il n'en fallait pas plus à Bruce Lee pour détruire complètement ce maître de karaté mettant presque fin à ses jours. Étonnamment cependant, Lee n'était pas intéressé à se frotter à cette victoire au visage. Il a d'ailleurs prévenu toutes les personnes présentes d'éviter de parler du combat afin de préserver la dignité de son adversaire. Mais si faire un trou dans la tête d'une personne ne vous semble pas assez fou, attendez d'entendre parler de cette fois où Bruce Lee a cassé un sac de sable de 45 kilos avec ses coups de pied. Mais avant d'entrer dans tout cela, consultez le choix de nos abonnés pour aujourd'hui. Joe Rogan a toujours parlé de l'héritage de Bruce Lee, notamment du fait que si ces moments de Bruce Lee n'étaient pas enregistrés, personne ne le croirait. Lors d'un épisode avec le comédien Brian Redvan, il a crédité la contribution de Lee au sport connu sous le nom d'art martial mixte. Certains iraient même jusqu'à affirmer que Bruce Lee était responsable de la naissance du MMA, ce qui ne serait pas exagéré pour être honnête en l'état. Selon Rogan, le film Enter the Dragon était la première fois que le public était témoin de cette forme d'arts martiaux jetant les bases d'une industrie qui dominerait plus tard le divertissement sportif. Dans un autre épisode de The Rock, Joe a décrit Bruce Lee comme un pionnier soulignant son charisme et son talent indéniable qui ont réussi à capter l'attention du monde au cours de sa très courte vie. Mais pensez-vous que Bruce Lee est vraiment responsable du lancement des arts martiaux mixtes? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Explorons maintenant l'histoire de la façon dont Bruce Lee a lancé un sac de boxe en l'air, des coups de poing puissants, des compétences de nunchaku folles et des réflexes incroyables. Une description parfaite des compétences de combat de Bruce Lee. Mais saviez-vous qu'il possédait également un pouvoir mortel dans ses coups de pied? Comme le raconte l'histoire, Bruce Lee s'entraînait un jour lorsqu'il a soudainement donné un coup de pied si fort dans son sac de sable de 45 kilos qu'il s'est littéralement brisé. En utilisant un coup de pied spécial connu sous le nom de super coup de pied latéral, Lee a complètement décimé le sac d'entraînement super lourd. Et au cas où vous douteriez de cette histoire, le record a en fait été certifié par le livre Guinness des records, ce qui signifie que cela s'est réellement produit. Il y a aussi une autre histoire sur la façon dont Lee a lancé un sac de sable de 135 kg à 5 mètres dans les airs. Imaginez la quantité de force qu'il faudrait pour lancer un sac de sable aussi lourd dans les airs. Imaginez maintenant faire cela avec un coup de pied. Si cet exploit n'avait pas été enregistré, personne ne l'aurait cru.
Et en parlant d'enregistrement, saviez-vous que les réalisateurs de Lee ont affirmé un jour qu'ils ne pouvaient tout simplement pas suivre ses mouvements ultra rapides, trop rapides pour être filmés. Lorsque le Green Hornet est sorti en septembre 1966, il a présenté Bruce Lee à un public plus large diffusant l'évangile des arts martiaux chinois. Bien qu'il ne soit qu'un acolyte dans le film, les compétences de combat de Lee étaient si intenses qu'il a littéralement pris le devant de la scène du personnage principal. Cependant, le tournage du film a également été assez difficile, d'autant plus que la scène d'action de Bruce Lee était si intense que les cinéastes n'arrivaient tout simplement pas à suivre. Selon le livre Bruce Lee, une vie écrite par Matthew Polly, Lee a fait preuve d'une grande confiance dans l'apparence de ses compétences en kung-fu à l'écran, à tel point qu'il a été déçu lorsqu'il a finalement vu les premières images. En raison de la vitesse à laquelle il se déplaçait, la caméra ne pouvait pas capturer ses coups et tout semblait flou. Pour cette raison, les scènes ont dû être filmées à nouveau et cette fois, Lee a dû ralentir considérablement ses mouvements, juste pour que le kung-fu soit meilleur à la télévision. C'était très important, d'autant plus que le kung-fu n'était pas vraiment populaire dans les productions américaines à l'époque. La plupart des scènes de combat étaient calquées sur les styles de combat plus occidentaux qui suivaient un rythme beaucoup plus lent et consistaient principalement en coups de poing. Les caméras avec lesquelles les cinéastes ont travaillé n'ont eu aucun problème à filmer ces scènes, mais cela a changé lorsque Bruce Lee est entré en scène. Pour éviter ce genre de problème dans ses futurs films, Bruce Lee les a tournés à une fréquence d'image plus élevée. Ainsi, lorsqu'il a réalisé des films comme The Big Boss et Enter the Dragon plus tard dans sa carrière, il n'a pas eu à ralentir ses mouvements, lui donnant ainsi la liberté de produire une performance plus électrisante à chaque fois. La routine d'exercice surhumain de Bruce Lee. Les secrets des capacités de Bruce Lee ne sont pas vraiment secrets. Chacune de ses réalisations, en tant qu'artiste martial, peut être attribuée à sa routine d'exercice. Et pour prouver que ce n'est pas vraiment un secret, voici comment il a procédé. D'une part, Bruce Lee valorisait ses routines cardio avant tout. Il courait de 2 à 6 000 les lundis, mercredis et vendredis. Et les jours restants de la semaine, il faisait du vélo pendant environ 16 km, suivi de 20 minutes supplémentaires d'entraînement à la corde à sauter. Certains experts pensaient qu'il alternait course à pied et vélo pour ne pas s'ennuyer, de faire la même chose tous les jours. Ensuite, il y a son exercice de flexibilité qui consistait à montrer comment un petit gars comme Lee pouvait donner un coup de pied à la tête d'un homme comme Karim Abdul-Jabbar. Pour le contexte, Karim mesure 7 pieds 2 pouces. Pour atteindre ce niveau de flexibilité, Bruce a constamment étiré son corps au-delà des limites naturelles. Il pratiquait également des coups de pied hauts, des flexions vers l'avant, des flexions latérales, des torsions de la taille des fentes alternées sur des chaises et des ponts de lutteurs ainsi que d'autres étirements. Faire cela presque tous les jours a permis à Bruce de réaliser des performances très impressionnantes, que ce soit à l'écran ou sur le ring. Mais au-delà de ces entraînements réguliers, il y avait l'entraînement aux arts martiaux qui constituait sans aucun doute une partie importante de sa routine. Ceux qui l'ont connu de son vivant ont affirmé qu'il passait plus de temps à perfectionner ses compétences en arts martiaux qu'à autre chose. C'était la principale raison pour laquelle il ressemblait plus à un athlète qu'à un bodybuilder. Pour plus de perspectives, voici à quoi ressemblait son programme d'entraînement. Les lundis, mercredis et vendredis, Lee se consacrait à son entraînement de frappe. Il pratiquait le shadowboxing, passait du temps sur le sac lourd, faisait quelques exercices de jeu de jambes et s'entraînait occasionnellement avec d'autres combattants. Les jours restants étaient consacrés à perfectionner ses coups de pied, à s'entraîner avec le sac lourd, à quelques exercices de jeu de jambes et tout comme pour l'entraînement au coup de poing, il s'entraînait également occasionnellement avec d'autres combattants. Bien qu'il n'y ait pas d'image réelle de Lee soulevant des poids, Bruce Lee a en fait beaucoup d'haltérophilie. Cependant, l'objectif n'était pas de rehausser son apparence. Au lieu de cela, il voulait simplement développer le type de muscles supplémentaires dont il avait besoin pour les combats réels. Comme cette fois-là, il a fait sortir l'épaule d'un homme d'une seule gifle. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans le prochain.